Allez, le choc septique. Donc, on va faire aujourd'hui un cours du module de la physiopathologie, le choc septique. Eh bien, il faut savoir que le choc septique, c'est l'état de choc la plus fréquente parmi les états de choc qu'on connaît. Bien sûr, c'est une urgence médicale, donc il faut donner l'antibiotique adéquat au patient et corriger l'hypotension artérielle. Eh bien, comme définition du choc septique, c'est tout simplement c'est une infection sévère. Cette infection va provoquer une réponse inflammatoire. Bien sûr, cette réponse inflammatoire, elle est dite incontrôlée, exagérée. Bien sûr, ça va manifester par des troubles d'oxygénation tissulaire. Donc, les tissus sont mal oxygénés, donc l'apparition d'une hypoxie tissulaire. Une insuffisance circulatoire aiguë, eh bien, tout simplement, le cœur ne fonctionne pas bien, donc les organes, tout simplement, vont être mal vascularisés, donc on dit indéfaillance des autres organes. Le terme défaillance, tout simplement, veut dire affaiblissement. Si vous voyez bien, vous allez trouver une relation entre ces trois paramètres, ou bien ces trois manifestations. Donc, cette réponse, donc l'infection sévère, va provoquer une réponse inflammatoire. Bien sûr, elle est incontrôlée, elle est exagérée. Cette réponse inflammatoire va dysfonctionner les différents organes, surtout le cœur. Le cœur, tout simplement, va mal vasculariser les différents organes. Donc, on dit euh, il va mal, donc les différents organes sont mal irrigués. Ben, tout simplement, on aura des défaillances des organes, des affaiblissements des organes. Et bien sûr, cet affaiblissement, cette défaillance des organes, elle est due d'une hypoxie tissulaire. Et bien, tout simplement, les nutriments, l'oxygène, les différents aliments sont diminués, bien sûr, sont rapportés d'une façon diminuée pour les différents organes. Bien sûr, il y a plusieurs définitions des différents aspects. Donc, on n'aura pas seulement le choc septique, mais il y a des autres manifestations, des autres syndromes qui vont apparaître, soit qui sont moins, moins de grade du choc septique ou bien plus de grade. Donc, on commence par le CIRS. C'est quoi le CIRS? C'est tout simplement le syndrome de réponse inflammatoire systémique, ou bien on dit tout simplement le syndrome septique. Bien sûr, ce CIRS, il est défini comme une activation des cascades inflammatoires qui n'est pas d'origine infectieuse. Par exemple, lors de la chirurgie ou bien le patient a subi un traumatisme. Donc, on dit tout simplement, ce patient va manifester donc une CIRS. Bien sûr, il faut l'association de deux paramètres afin qu'on puisse dire que le patient présente un CIRS. Bien sûr, les paramètres sont les suivants. On aura soit une hyperleucocytose ou bien une leukopénie, bien simplement elle touche les globules rouges, soit augmentation du nombre, soit la diminution du nombre, bien sûr, au niveau du plasma. On aura la diminution de la pression artérielle du CO2. Bien sûr, la valeur normale de la pression artérielle, elle est entre 34 jusqu'à 35. Euh, Bien sûr, elle est inférieure à 32, donc on aura l'apparition d'une alcalose respiratoire en premier temps, puis bien sûr cette alcalose respiratoire va développer une acidose métabolique. Donc on aura le chute de la pression artérielle du CO2, ou bien le même paramètre, ou bien la fréquence respiratoire elle est supérieure à 20 cycles par minute. Donc voilà. La fréquence cardiaque, toujours, elle est supérieure à 80 battements, 80 plutôt 90 battements par minute. Et la température, elle est soit supérieure à 38, soit elle est inférieure à 37. Donc, l'association de deux paramètres de ces tous paramètres va nous définir le syndrome septique ou bien le CIRS. La deuxième manifestation, c'est la sepsis. Tout simplement, la définition de la sepsis, c'est une CIRS. C'est tout simplement c'est un syndrome des réponses inflammatoires, mais il a
l'étiologie, c'est l'infectieux. Donc le premier, le SIRS qu'on a parlé, le syndrome septique, il est d'origine non infectieuse, mais le deuxième, le sepsis, c'est une SIRS, mais il est d'origine infectieuse. Donc une infection qui a provoqué ce type d'inflammation. Le troisième type, c'est une sepsis sévère. Pourquoi on utilisait le terme sévère? Parce que tout simplement, il est accompagné avec une chute de la tension artérielle. Donc, on aura une hypotension artérielle qui est inférieure à 90 mmHg. Elle peut arriver jusqu'à 40 mmHg. Et bien sûr, on aura des dysfonctionnements des différents organes, par exemple une infection urinaire ou bien une infection pulmonaire. Bien sûr, ça va toucher les différents organes. On aura encore la lactacidémie, donc l'apparition d'une acidose lactique au niveau du sang. Donc lactacidémie, donc elle est, supérieure à 4 mmol par litre. Et bien sûr, on aura des oliguries et même des altérations de la conscience. Bien sûr, pourquoi? Bien sûr, la sepsis sévère, elle est caractérisée par, euh, donc on peut corriger cette hypotension par un remplissage vasculaire. Donc, on met le patient sous perfusion du sérum salé et tout simplement l'hypotension artérielle va être corrigée. Donc attention, le sepsis sévère, on peut corriger la tension artérielle, l'hypotension artérielle par un remplissage vasculaire, donc la perfusion d'un sérum salé. Contrairement au choc septique, qui est une sepsis sévère, donc c'est une association de SIRS, sepsis et encore sévère, mais on aura une hypotension. Bien sûr, elle n'est pas corrigée par le remplissage vasculaire, contrairement à la sepsis sévère. Donc, je souhaite que vous avez fait la différence entre ces quatre étapes. Donc, on continue avec le choc septique, puis on va répéter tous les étapes. Donc, on aura le choc septique qui est une sepsis sévère. Elle est accompagnée avec une chute de la tension artérielle, mais elle est non corrigée par le remplissage vasculaire. Donc, on dit même après l'administration des agents vasopresseurs, le terme vasopresseur, tout simplement, ce sont les hypotenseurs, c'est tout simplement le sérum salé. Voilà. Donc, même après l'administration des agents vasopresseurs ou bien les antihypotenseurs, on n'aura pas la correction de cette hypotension. Bien sûr, bien sûr le choc septique, euh, on peut bien sûr on peut dire qu'au niveau au niveau du choc septique, on utilise un score qui est appelé le score SOFA. Donc le score SOFA, tout simplement, s'appuie sur 6 sous-scores. Bien sûr, il comporte 6 sous-scores, un pour chaque système, le respiratoire, le neurologique, cardiovasculaire, hépatique et rénal et de la coagulation. Donc attention, lors du choc septique, on doit appliquer ce score de SOFA qui comporte 6 sous-scores. Bien sûr, du système respiratoire, neurologique, cardiovasculaire, hépatique, rénale et de la coagulation. Par exemple, on aura la créatinémie qui est supérieure à 20 mg. On aura l'augmentation des transaminases qui sont des enzymes sécrétées par le foie. Et ben, la bilirubine encore elle est augmentée. On aura l'apparition de la coagulation intraveineuse disséminée. Bien sûr, cette coagulation, tout simplement, lorsqu'on parle de la coagulation, c'est tout simplement euh, elle veut, bien sûr, le but de cette coagulation, c'est de diminuer, d'inhiber l'extension de l'infection. Et encore, par exemple, on aura les plaquettes qui sont inférieures à 105 mm par cube. Bien sûr, on aura encore le score de Glasgow. Donc, je ne vais pas parler trop de ce score, mais en général, on dit qu'il est inférieur à 13. Voilà. Donc, ces caractéristiques du choc septique, ils vont nous définir le score SOFA. Donc, attention. Le stade suivant, c'est la bactériémie, donc l'apparition de la bactérie au niveau du sang, au niveau sanguin.
Donc, on aura des bactéries, elles vivant à l'hémoculture. Bien sûr, on demande bien sûr aux patients de faire une hémoculture. Donc, urgence, bien sûr, euh, chez les laboratoires. Et bien sûr, cette hémoculture va nous visualiser l'apparition d'une bactérie au niveau du sang, bien sûr. La bactérie, elle est dite vivant. Donc, la bactériémie, c'est l'apparition de la bactérie au niveau du sang du patient. Et le dernier stade, c'est la septicémie, c'est la présence d'un organisme vivant, par exemple un parasite ou bien un champignon, etc. Bien sûr, dans le sang du patient, et comment on a pu savoir que le patient est au stade de septicémie, c'est tout simplement, on fait 3 hémocultures. Ces 3 hémocultures sont positives, bien sûr, l'intervalle de 1 heure, bien sûr. Voilà. Donc, on dit qu'il y a une persistance du germe bactérien au niveau du sang. Il y a une persistance du germe bactérien au niveau du sang. Voilà. Allez, maintenant, je récapitule d'une façon très rapide. Donc, on a dit que le choc septique, ou bien on aura plusieurs définitions euh, qui peuvent nous orienter vers des différentes euh, manifestations, vers différentes étiologies. On aura par exemple le CIRS, c'est le syndrome de réponse inflammatoire systémique. On a dit c'est une inflammation d'origine non infectieuse. Bien sûr, les paramètres, on a dit soit une hyperleucocytose ou bien leucopénie. La pression artérielle du CO2, elle est diminuée, donc l'apparition d'une alcalose respiratoire. La fréquence respiratoire, elle est augmentée, euh, plus de 20 bien sûr, supérieur à 20. La fréquence cardiaque, elle est supérieure à 90 et la température corporelle, elle est supérieure à 38 ou bien elle est inférieure à 36. Le deuxième stade, c'est une sepsis. La sepsis, c'est une cirrhose, bien sûr, mais d'origine infectieuse. La sepsis sévère, tout simplement, pourquoi on a utilisé le terme sévère? Parce qu'elle est accompagnée d'une chute de la tension artérielle. Elle peut arriver jusqu'à 40 mmHg. On aura des dysfonctionnements de plusieurs organes, une hypotension artérielle et l'apparition d'une acidose lactique, c'est la lactacidémie au niveau du sang, bien sûr. On aura une oligorie et altération de la conscience, donc des manifestations neurologiques. On a dit que la sepsis sévère on peut la corriger par un remplissage vasculaire, donc en utilisant bien sûr les agents vasopresseurs, c'est tout simplement les antihypotenseurs, par exemple le sérum salé. Le choc septique, c'est tout simplement une sepsis sévère, donc il est d'origine infectieuse. Il est accompagné de chute de la tension artérielle, mais on dit que la correction ne sera pas mise en jeu par le remplissage vasculaire. Donc, même si en utilisant des agents vasopresseurs, bien les antihypotenseurs, bien tout simplement le sérum salé, on ne va pas corriger ce type euh, d'infection. Bien sûr, lors du choc septique, on doit utiliser le score SOFA. C'est tout simplement, il est composé de 6 paramètres, de 6 scores, respiratoire, neurologique, cardiovasculaire, hépatique rénale et de coagulation. Bien sûr, le stade suivant, c'est la bactériémie, c'est l'apparition du germe bactérien au niveau du sang. Donc, comment on peut détecter cette bactérie? C'est tout simplement par l'examen qui est l'hémoculture. Donc, on voit une bactérie vivante à l'hémoculture. Donc, on dit que le patient est dans le stade de la bactériémie. Le dernier stade, c'est la septicémie, c'est tout simplement la persistance de l'agent pathogène, la persistance du germe bactérien au niveau du sang du patient. Comment on peut détecter cette septicémie? C'est tout simplement par l'examen, c'est l'hémoculture. Donc, on fait 3 hémocultures par des intervalles d'1 heure. Donc, on trouve que les 3 examens sont positifs. Donc, on dit que le patient est au stade de la septicémie. Je passe très rapidement aux facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque qui favorisent l'apparition du choc septique, par exemple, les sujets âgés plus de 65 ans, par exemple la malnutrition, les traumatismes, le diabète, encore le traitement sous immunodépresseurs, les antibiotiques antithérapie et encore
la corticothérapie, les cathéters, donc tous ces facteurs peuvent nous orienter, nous provoquer un choc septique. Donc il faut faire attention, surtout lors de la chirurgie, lors de l'administration du cathéter. Donc il faut être vigilant. Donc il faut par exemple éviter de faire des blessures au niveau des vaisseaux, etc., etc. Donc c'est à vous les médecins de faire Donc il faut soyez vigilants. Voilà. Et pour les germes, les causes, bien les germes qui sont responsables, les formes euh, qui sont responsables de choc septique, on a dit, c'est tout simplement d'origine infectieuse. Donc, tout simplement, il faut penser aux bactéries, aux parasites, aux virus et aux champignons. Donc, par exemple, on aura les entérobactéries, c'est l'Escherichia coli, etc. Les pseudomonas, on aura encore le pneumocoque, les virus, les champignons et les protozoaires. Bien sûr, euh, la porte d'entrée des différentes germes causales, on aura la voie digestive, par exemple la péritondite, c'est l'inflammation du péritoine. On aura encore la cirrhose, donc les patients qui présentent une cirrhose peuvent avoir un choc septique. Par exemple, les infections gynécologiques, donc il faut faire attention. Les infections cutanées, ils peuvent être accompagnés d'un choc septique. Et encore, les, les- les- les obstacles ou bien les atteintes nephrologiques et encore urinaires, donc les voies urinaires, la vessie, etc. Et même les infections pulmonaires. Donc, on dit que les différentes infections du système digestif, urinaire, peut nous orienter, même le système génital peut nous orienter vers un choc septique. Mais tout simplement, l'entrée du agent causal, ou bien les germes, vont nous provoquer une réponse inflammatoire. Eh bien, la réponse inflammatoire, malheureusement, va provoquer d'autres dégâts, va manifester par des dégâts au niveau de l'organisme, on va l'avoir. Donc, bien sûr, la réponse inflammatoire, elle est basée sur la phagocytose, les réactions inflammatoires, plutôt une réponse immunitaire. Voilà, une réponse immunitaire. Donc, la réponse immunitaire comporte la phagocytose, la réaction inflammatoire, la coagulation visant à piéger les germes. Donc, on a dit que la coagulation, c'est le but de cette coagulation, c'est d'inhiber l'extension de l'infection. Et encore, l'immunité humorale et cellulaire qui vont mises en jeu. Bien sûr, on aura l'activation des cellules, euh, la macrophage, la polynucléaire neutrophile, les LB, même les LT, les plaquettes et encore l'immunité innée par le biais du complément. Bien sûr, ces différentes cellules vont sécréter des différentes hormones, des différents médiateurs chimiques, bien sûr, qui vont aggraver l'inflammation. Par exemple, la prostaglandine va nous provoquer des frissons, des hypotensions, bien une hypotension, plutôt une hypothermie, ou bien des frissons. L'histamine et la leucotriène, on a vu déjà ça dans le choc anaphylactique. On a dit elle va nous augmenter la perméabilité vasculaire, donc les vaisseaux sont hyper perméables. Donc, bien sûr, on aura euh, cette augmentation de la perméabilité va toucher même les différentes capillaires, les petits capillaires. On aura les fluides capillaires. Donc, une apparition d'une hypovolémie qui est dite constante. Donc, tout simplement, le plasma va sortir du, euh, différentes capillaires, soit veineuses ou bien artérielles, donc on dit artério-veineuse, donc vers l'interstitium, donc l'apparition tout simplement des œdèmes. Voilà, la PAF, c'est le facteur d'activation plaquettaire, va nous provoquer une vasodilatation. Donc la vasodilatation artério-veineuse, c'est une vasoplégie, donc c'est une dilatation des vaisseaux. Donc, on dit que le plasma va vers, plutôt le plasma va des vaisseaux vers l'interstitium, donc l'apparition des œdèmes. Donc voilà, cette vasodilatation a provoqué des œdèmes généralisés. Bien sûr, la sécrétion des radicaux libres va provoquer des toxicités au niveau des différents organes. Et même les cytokines, qui sont représentées essentiellement par la TNF et la interleukine 1,
bien sûr, elle va reproduire les effets de l'endotoxine. Bien sûr, cette endotoxine, elle est libérée par les bactéries à Gram négatifs. Bien sûr, on dit que le corps va, plutôt la TNF, va libérer, va reproduire les effets de l'endotoxine. Bien sûr, cette endotoxine, elle est libérée par l'agent causal qui est le bacille à Gram négatif. Et bien sûr, on aura des réactions en chaîne. Donc, puisque l'endotoxine se persiste au niveau du sang, au niveau de différents organes, donc on aura bien sûr une réaction en chaîne. Bien sûr, si on ne va pas donner le traitement adéquat au patient, donc on risque la mort tout simplement. Donc attention, on a dit que ces molécules vont aggraver l'inflammation, ils vont aggraver l'état du corps. Donc la TNF, elle va tout simplement reproduire euh, les endotoxines, donc on aura plus de manifestations cliniques. Et bien sûr, par exemple, on aura un dysfonctionnement myocardique. Donc ces endotoxines touchent essentiellement le myocarde, donc on aura un dysfonctionnement myocardique. Et on aura par exemple le NO, je ne sais pas qu'est-ce que c'est quoi le NO, mais en général, on dit qu'il empêche la stimulation des récepteurs alpha et bêta des catécholamines. Donc les catécholamines ne peuvent pas se fixer au niveau des récepteurs alpha et bêta. Donc on aura l'apparition de la vasodilatation. Donc la vasodilatation, elle est euh, stimulée par le facteur d'activation plaquettaire et même le NO. Donc le NO, on dit, il stimule la vasodilatation par l'empêche de la stimulation des récepteurs de la catécholamine. Et d'un autre côté, on aura la diminution de la résistance vasculaire systémique. Donc, la diminution de la résistance vasculaire systémique, ne vous inquiétez pas, nous allons voir ces différents paramètres, surtout la résistance vasculaire systémique, pourquoi elle est diminuée dans les manifestations cardiovasculaires. On aura encore la libération des molécules d'addition, les médiateurs lipidiques, les cytokines pro-inflammatoires et les cytokines anti-inflammatoires. Bien sûr, ces différentes molécules chimiques vont nous provoquer des lésions endothéliales des hépatocytes. Donc, on aura des manifestations hépato-biliaires et bien sûr des anomalies de la viscosité sanguine. Donc, on aura la diminution de la viscosité sanguine. On va voir en détail ça après. Et bien sûr, les facteurs de coagulation vont augmenter. Tout simplement, on sait que la coagulation est mise en jeu. Tout simplement, on a parlé déjà de ça, afin d'inhiber l'extension de l'infection. Et bien sûr, la consommation, on va consommer les plaquettes et les facteurs anticoagulants. On va parler tout ça dans la planche suivante. Allez, comme conséquence, on aura par exemple l'altération de la microcirculation. Donc, un, c'est l'altération de la microcirculation. Bien sûr, euh, avant de passer aux différentes conséquences, on a dit que le choc septique est accompagné d'une chute de la tension artérielle, donc une hypotension. Donc, il faut prendre en considération que l'hypotension va provoquer une hypoperfusion aux différents organes, puis une altération des microcirculations. Donc, la microcirculation, c'est tout simplement la circulation des petits capillaires. Donc, je répète cette notion parce qu'on va voir dans les manifestations cliniques plusieurs manifestations qui sont dues à l'hypoperfusion. Donc, un, l'hypotension euh, qui est provoquée par le choc septique. Donc, l'hypotension va provoquer une hypoperfusion tissulaire. L'hypoperfusion tissulaire va nous donner une altération de la microcirculation. Allez, on commence. Donc, on aura l'hypotension euh, bien sûr, qui a touché les différents organes, donc hypotension artérielle. Donc, on aura, après l'hypotension, c'est tout simplement l'installation de quoi? L'installation d'une hypoperfusion. L'hypoperfusion va nous donner des troubles de la microcirculation. Donc, on dit installation d'une insuffisance rénale aiguë. Bien sûr, elle est fonctionnelle au début. Donc, on dit c'est une insuffisance rénale fonctionnelle au début. Puis, elle va évoluer vers une atteinte tubulo-interstitielle aiguë, ou bien on dit c'est tubulopathie du choc. Voilà. Donc elle est bien sûr euh, hypotension, hypoperfusion, trouble de la microcirculation, installation de l'IRA, c'est l'insuffisance rénale aiguë qui est fonctionnelle au début, puis on aura des atteintes
tubulo-interstitielle, on dit des tubulopathies du choc. Bien sûr, on aura encore une, une, un dysfonctionnement mitochondrial, donc les mitochondries ne fonctionnent pas bien, ne produisent pas bien de l'oxygène. Donc on dit que les cellules sont en mode d'hypoxie. Bien sûr, le mode hypoxie va stimuler quoi? Va stimuler tout simplement, va favoriser les lésions ischémiques. Donc les différents organes vont être mal vascularisés. Donc on dit sont des lésions ischémiques hémorragiques au niveau de la muqueuse digestive. Ça va favoriser bien sûr la translocation bactérienne et bien sûr l'ischémie ou bien les hémorragies vont bien sûr aggraver l'hypovolémie parce que tout simplement le sang va sortir des différentes vaisseaux. Donc je répète, les mitochondries ils vont se dysfonctionner, donc on aura moins de production de l'oxygène, moins de production de l'ATP. Bien sûr, on dit que les cellules sont en mode d'hypoxie. On a parlé déjà de ça au niveau de l'introduction. Donc, on aura des hémorragies, des ulcérations, des lésions ischémiques. Voilà, des lésions ischémiques hémorragiques et des ulcérations au niveau de la muqueuse digestive. Donc, ça va favoriser la translocation bactérienne. Donc, la bactérie va se disséminer aux différents organes. Et bien sûr, l'aggravation de l'hypovolémie. Donc, l'hypovolémie sera plus intense. Voilà. Encore, on aura une instabilité. Et bien sûr, je n'ai pas parlé lors de l'altération de la microcirculation, on aura un shunt précapillaire, une diminution de la viscosité sanguine et bien sûr la perméabilité capillaire, elle est modifiée. On a dit c'est une hyperperméabilité capillaire afin de provoquer des œdèmes. Donc j'ai oublié de parler de ça dans le début des conséquences. On aura une instabilité hémodynamique, bien sûr. Voilà. L'hypotension, on a parlé déjà de ça. L'hypotension va provoquer une hypoperfusion tissulaire. Il va toucher, bien sûr, le foie. Le foie, tout simplement, va se manifester par une insuffisance hépatocellulaire et des ictères. Je répète, une instabilité hémodynamique, c'est l'hypotension, va provoquer une hypoperfusion au niveau du foie, l'apparition d'une insuffisance hépatocellulaire et l'ictère. Même on aura une altération de la contractilité myocardique, donc le cœur est euh, donc, lorsqu'on parle de la contractilité, soit dans la phase hyperkinétique ou bien hypokinétique, on va parler de ça en détail dans les signes d'insuffisance circulatoire. Donc, on dit que le cœur va se contracter moins. Donc, on sait quoi? Donc, on dit euh, que, que l'injection ventriculaire sera diminuer. Voilà. Donc, puisque le cœur ne se contracte pas, puisque le tissu myocardique ne se contracte pas bien, donc on aura une diminution de l'éjection ventriculaire. Ça va manifester dans le plan neurologique par une diminution du débit sanguin central. Donc, on aura des troubles de la conscience. Par exemple, la perte de la conscience, des syncopes, des lipothymies, etc. Et bien sûr, on aura encore une hypoperfusion coronarienne. Bien sûr, pourquoi? Parce que tout simplement, le patient est, présente une hypotension. Voilà. Donc, on aura, par exemple, comme manifestation au niveau du cœur, une nécrose myocardique. Donc, il faut faire attention. Et bien sûr, l'augmentation de la perméabilité alvéolo-capillaire. On a dit ça à cause des médiateurs qui est le PAV. Voilà, donc on aura une hyperperméabilité alvéolo-capillaire, donc l'apparition d'une lésion pulmonaire aiguë et même le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et puisqu'il y a une hyperperméabilité alvéolo-capillaire, on aura tout simplement le plasma va sortir des vaisseaux vers les alvéoles, donc on aura des œdèmes alvéolaires, donc attention. On aura par exemple comme signe cutané des sueurs, l'apparition des marbrures et encore la pâleur. On aura l'atteinte surrénalienne, bien sûr une insuffisance surrénalienne, et
bien sûr, la consommation des facteurs de coagulation. Donc, c'est facile. Donc, on va consommer les facteurs de coagulation afin de produire la coagulation, afin de diminuer la dissémination de l'infection, etc. Donc, diminution de la fibrinolyse, bien sûr, et diminution des facteurs anticoagulants euh, qui sont produits par le foie. Donc, c'est l'antithrombine et la protéine C et la protéine S. Pourquoi ils sont diminués? Parce que tout simplement, le foie présente une insuffisance hépatocellulaire. Donc, les facteurs qui sont produits par le foie vont diminuer. On aura l'apparition, bien sûr, de la coagulation intraveineuse disséminée, on a dit déjà de ça, parce qu'il y a une consommation des facteurs de coagulation. Le patient, bien sûr, présente une hypercatabolisme, donc un hypercatabolisme. Donc, ça va passer, les cellules vont passer de l'état aérobie vers l'état anaérobie. Donc, on aura l'augmentation de la lactate, donc une acidose lactique. Et bien sûr, l'apparition d'une hyperglycémie. Donc, on dit euh, simplement, euh, il y a une résistance à l'insuline. Donc, il y a une résistance à l'insuline. Donc, l'apparition d'une hyperglycémie. Allez, on récapitule. Donc, on a dit, première des choses, c'est l'altération de la microcirculation. Bien sûr, l'hypotension a provoqué des hypoperfusions, puis des troubles de la microcirculation. Donc, on aura un shunt précapillaire, une diminution de la viscosité sanguine et bien sûr la modification de la perméabilité capillaire. Bien sûr, elle se traduit au niveau du rein par une insuffisance rénale aiguë qui est dite fonctionnelle au début, puis on aura l'évolution de cette insuffisance rénale aiguë vers des tubulo-interstitiels aigus, c'est les tubulopathies du choc. D'un autre côté, on aura le dysfonctionnement des mitochondries, donc les cellules sont en mode d'hypoxie. Bien sûr, c'est tout simplement, elle va utiliser le lactate. Donc, ça va stimuler des lésions ischémiques hémorragiques euh, qui vont favoriser la translocation bactérienne. Et bien sûr, d'un autre côté, ça va aggraver l'hypovolémie. On aura une hypotension artérielle, donc une hypoperfusion hépatique, donc l'apparition d'une insuffisance hépatocellulaire et des ictères. L'insuffisance hépatocellulaire, ça va traduire la diminution des facteurs anticoagulants, qui est l'antithrombine, la protéine C et la protéine S. Bien sûr, parce qu'ils sont reproduits par le foie. On aura même l'altération de la contractilité myocardique, donc le ventricule va injecter moins de sang vers les différents organes, donc on aura la diminution du débit sanguin central vers les neurones, donc on aura des troubles de la conscience. Bien sûr, une hypoperfusion coronaire se traduit par une nécrose myocardique, donc le sang ne vascularise pas bien, plutôt le cœur ne peut pas assurer sa propre vascularisation, donc on dit l'apparition d'une nécrose myocardique. Augmentation de la perméabilité alvéolo-capillaire, donc le plasma se passe, le plasma va passer des capillaires vers les alvéoles, donc on aura des œdèmes pulmonaires, donc l'apparition d'une lésion pulmonaire aiguë et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. On a parlé déjà de la consommation des facteurs de coagulation et encore les plaquanes, donc l'apparition d'une coagulation intravasculaire disséminée. Bien sûr, elle est précédée par un caillot sanguin, donc en général on dit un caillot sanguin, donc cette coagulation est due à un caillot sanguin qui est dû aux facteurs de la coagulation. Donc je répète cette notion. Les facteurs de coagulation vont nous provoquer un caillot sanguin au niveau des vaisseaux, donc une coagulation intraveineuse disséminée. Bien sûr, on a parlé déjà pourquoi les facteurs anticoagulants sont diminués, parce que le foie présente une insuffisance hépatocellulaire. Et bien sûr, le patient présente une hypercatabolisme en aérobie, donc l'augmentation de lactate, une hyperglycémie et même une insulinorésistance. Donc le glucose ne peut pas entrer au niveau de la cellule, donc les cellules ne peuvent pas stocker le glucose.
et même des atteintes surrénaliennes. Donc, on aura une insuffisance surrénalienne qui est dite absolue bien relative, puisqu'on aura des atteintes surrénaliennes. Donc, on aura une sécrétion de l'aldostérone d'une façon très importante. Bien sûr, on aura euh, l'élimination de 1A+ et de l'eau euh, d'une façon excessive au niveau des urines, donc l'apparition, l'aggravation de l'hypotension, et même on aura l'apparition, les patients vont présenter une hyperkaliémie. Donc voilà, vous allez bien comprendre pourquoi le patient présente une hypotension, parce que il aura des atteintes surrénaliennes, donc hypersécrétion de l'aldostérone, donc euh, il va stimuler euh, donc j'ai trompé, je m'excuse. Je répète, j'ai trompé. Donc l'atteinte surrénalienne, c'est tout simplement une insuffisance surrénalienne qui est bien sûr dite absolue ou relative. Donc on aura l'atteinte surrénalienne. L'insuffisance surrénalienne se traduit par une insuffisance des sécrétions hormonales, par exemple l'aldostérone. Donc on aura, euh, donc on aura par exemple euh, la réabsorption du 1A+ et de l'eau sera faible. Donc, parce qu'on sait que le 1A+ peut provoquer une hypertension. Donc, on aura moins de 1A+ et de l'eau. Donc, ils sont éliminés au niveau des urines et l'apparition d'une hypercalémie. Donc, voilà, la biologie, comment dirais-je, lorsqu'on on comprend bien la biologie, donc les manifestations cliniques seront très, très faciles. Donc, je répète, l'atteinte surrénalienne, c'est tout simplement une insuffisance surrénalienne. Donc, l'aldostérone est produite d'une façon peu, donc d'une façon minime. Donc, l'aldostérone va, va bien sûr, on sait que l'aldostérone, c'est l'hormone qui est responsable de la réabsorption du 1A+ accompagné de l'eau. Et bien sûr, l'élimination du potassium. Donc, on aura, puisque le patient présente une insuffisance surrénalienne, on aura tout simplement une hypercalémie parce que l'aldostérone est sécrété d'une façon très minime. Donc, une hypercalémie. Donc, le potassium présente euh, une concentration importante au niveau du sang et même une élimination du 1A+ et de l'eau d'une façon importante. On passe maintenant aux manifestations euh, cardiovasculaires, donc les signes d'insuffisance circulatoire. On aura deux phases. La première phase, c'est une phase hyperkinétique et la deuxième phase, c'est une phase hypokinétique. Donc, le terme hyperkinétique veut dire tout simplement augmentation de la contractilité myocardique. Donc, probablement, je n'ai pas expliqué le terme hyperkinétique et hypokinétique bien au niveau du choc anaphylactique. Et maintenant, j'ai trouvé la définition idéale. Donc, hyperkinétique, c'est tout simplement augmentation de la contractilité du cœur. Donc, on aura, puisque le cœur va se contracter dans la première phase d'une façon très importante, donc on aura l'augmentation du débit cardiaque, bien sûr, l'augmentation du débit cardiaque et encore la diminution de la résistance vasculaire systémique. C'est une phase dite chaud parce que le débit il est augmenté, donc le sang l'afflux sanguin sera augmenté bien sûr, donc les extrémités sont dites chaudes et la différentielle élargie, on dit la différentielle elle est élargie, la pression artérielle elle est dite normale dans cette phase. Et bien sûr, dans la phase hypokinétique qui est la phase 2, on aura bien sûr la contractilité myocardique, la contractilité du cœur va diminuer. Donc, on aura la diminution du débit sanguin, la diminution du débit cardiaque, bien sûr, grâce aux médiateurs inflammatoires qui ont un effet ionotrope négatif, donc la fréquence cardiaque va diminuer. Cette phase, elle est dite phase de chaud, donc les extrémités vont devenir froides, le patient présente des marbrures, et encore, euh, la différentielle, elle est pincée, elle est diminuée, contrairement à la phase 1 qui est la différentielle, elle est élargie. Bien sûr, on aura, bien sûr, dans cette phase, l'hypotension, l'apparition de la tension, l'hypotension artérielle. Donc, comme signe commun des états de choc, on aura des oligoanuries, une apparition d'une acidose métabolique, des cyanoses, des troubles de la conscience, des myalgies et même des ictères et purpura échymotiques. Donc des purpura échymotiques. Bien sûr, qu'est-ce qu'on doit parler? Voilà, on va parler
du deuxième tableau qui est présent dans le deuxième fiche que je vais le publier avec le cours, c'est tout simplement ce tableau. Donc le profil hémodynamique de choc, donc on aura, par exemple, on aura 5 paramètres. La PVC, c'est la pression veineuse centrale. Bien sûr, c'est la pression au niveau de l'oreillette droite. La PCAP, c'est la pression capillaire pulmonaire, c'est tout simplement la pression au niveau de l'oreillette gauche. Et la IC, c'est l'index cardiaque qui traduit, bien sûr, traduit ou bien témoin du débit cardiaque. Et même la résistance vasculaire systémique. Et encore, la DAV-OD, c'est tout simplement la différence artério-veineuse en O2. Bien sûr, on a parlé dans la phase hyperkinétique, on aura le débit cardiaque il est augmenté parce que l'index cardiaque il est augmenté. On aura la diminution de la résistance vasculaire systémique et même on aura la DAV-O2, c'est la différence artério-veineuse en O2, elle est diminuée. Dans la phase hypokinétique, on aura bien sûr la diminution du débit cardiaque, l'augmentation de la résistance vasculaire systémique et même la diminution de la différence artério-veineuse de l'oxygène. Allez, on continue. Donc, pour la biologie, on demande un FNS, bien sûr. Le patient peut présenter une anémie, une thrombopénie, une hyperleucocytose. Bien sûr, on demande bien sûr un gazométrie, c'est tout simplement le gaz du sang. On voit que le patient on aura bien sûr la chute de la pression artérielle du CO2, donc une alcalose respiratoire, puis une acidose métabolique. Les fonctions, bien sûr, hépatiques, on dit c'est le foie est en choc, bien sûr l'apparition de la cholestase, la glycémie, une hyperglycémie, les fonctions rénales, c'est une insuffisance rénale aiguë, bien sûr, puis elle va devenir organique, donc on dit le rein est en choc, et même euh, la pression, plutôt le pH intra-muqueuse, c'est tout simplement on aura une hypoperfusion, donc une hypoperfusion mésentérique, mais tout simplement elle est généralisée, donc l'hypoperfusion elle se présente au niveau de différents organes. Et bien sûr, le lactate, on aura une hyperlactasémie et le prélèvement se fait. Donc, on doit faire une hémoculture, bien sûr, le liquide céphalorachidien et même le liquide broncho-alvéolaire. Et bien sûr, on demande une hémagerie afin de voir l'apport d'entrée de cette infection.